Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Emboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Emboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Emboshi. C'est comme si l'Emboshi était maltraité, menacé, l'Emboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Emboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Moshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Moshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Moshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Moshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Moshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Kita
ngoja pamba Ijoka suti yake pona Nina ngamawa Lufaba sumangana tuma yo Lufaba sumangana tuma yo Ine kwenda kubikine na usala Peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. On va essayer de tenir une petite conversation de quelques minutes. Je crois que nombreux parmi vous ont lu ce rapport publié pendant ce mois de février de cette entreprise que nous appelons la COFAS. Bon, c'est quoi la COFAS? C'est une entreprise très moderne et agile, dotée d'un réseau international, on peut simplement dire le plus fine, hein, maillé. Voilà, donc c'est une très grande entreprise. COFAS, on peut simplement dire que ça peut être défini comme une référence en matière d'assurance crédit et de la gestion des risques. Donc c'est une multinationale que vous retrouverez un peu partout à travers le monde entier. Pour vous donner un petit exemple de cette entreprise, elle a quasiment plus de 70 ans d'expérience. Donc c'est déjà une entreprise qui est restée en fonction pendant plusieurs moments. Bon, il faut simplement dire que c'est une entreprise qui a vraiment du leadership en ce qui concerne le domaine d'industrie, avec une équipe de plus de 4100 experts, repartis quasiment au niveau de beaucoup de services. On peut simplement dire environ 50 000 entreprises. Vous voyez, des experts de COFAS travaillent au rythme de l'économie mondiale. Donc, c'est une entreprise, en réalité, qui doit assurer une véritable surveillance en ce qui concerne l'assurance de crédit des industries. Bon, donc c'est une entreprise qui a vraiment une connaissance en ce qui concerne le domaine économique. Bon, je crois que vous avez tous suivi le rapport qu'ils ont publié en ce qui concerne la situation économique du dictateur Sassou. Hein, je crois que les Mboshi doivent écouter ce que je vais dire ce soir. Nous pensons que même le système de la France-Afrique qui soutient Sassou doivent quand même aller lire les rapports. Nous en sommes convaincus qu'ils sont bien informés et les Atarakou du régime doivent écouter, hein, doivent encore écouter. Si jamais les gens n'ont pas le temps d'aller lire les rapports financiers et la situation réelle du pays d'Mboshi, nous allons encore leur rappeler ça.
ici, selon le rapport de COFAS, on dit simplement c'est une urgente adresse de bilan de fin de mandat du dictateur. Un bilan catastrophique pour le Nyongolo. Et COFAS le dit, en tout, le total. Écoutez bien ça, hein, que les Atalako du régime Sassou viennent écouter, que Kinyomba Mbongo, ou on voit aller, je sais pas qui là, viennent écouter ça. Les traites du Sud viennent écouter ça, que les Mboshi viennent écouter ce que COFAS est en train de dire. En tout, une dette d'environ 170% du PIB. Vous comprenez ça là? Regardez là où Sassou a mené le Congo. Une dette de 170% du PIB. 170% du PIB. La limite que le FMI accepte pour pouvoir soutenir un pays, c'est peut-être 60% du PIB. On dit même qu'il ne faut jamais dépasser 50% du PIB. Oui, chers amis. La dette de Congo. Vous voyez que quand il a négocié avec le FMI, quand le FMI avait signé les accords avec Sassou, où ils ont tripatouillé, ils ont caché des informations avec les 48 mesures, nous étions quasiment à 70% du PIB. Mais quand le FMI s'est rendu compte qu'ils ont été mentis, manipulés, le FMI a tout de suite coupé le contrat. Là, nous avons le Congo d'Ngeso était passé à 110% du PIB. Mais là, COFAS, qui est un grand dans le domaine de l'assurance et du crédit, vient de le dire dans son rapport, plus de 170% du PIB des dettes. Où est-ce qu'il a mis l'argent? Personne ne connaît. Alors, quand on vous dit que les Mboshi coûtent l'argent comme on coûte les arachides, comme les rats coûtent les arachides, comme les rats coûtent le maïs, vous ne nous croyez pas. Une dette de 170% du PIB, mais le Congo n'a rien non plus. Rien n'a été réalisé au Congo. Tout ce qu'ils ont construit, c'est des constructions sur du sable qui sont toutes en train de se crouler. Où est parti l'argent du Congo? C'est la question que vous devez vous poser. Vous voyez, chers amis. Et là, il veut vouloir aller tripatouiller une élection en dépensant 100 milliards de francs CFA, chers amis. C'est un psychopathe, Sassou. Il faut buter Sassou. Il faut buter la racaille du PCT. Il faut buter toute sa famille. Vous ne pouvez pas laisser ce type-là. C'est l'extravagance même de la délinquance financière. C'est que ce type a décidé de fracasser le Congo en fin de sa vie. Il a récupéré tout l'argent du Congo. COFAS nous le dit. Que les Mboshi écoutent ça. Que les Atalakou de régime écoutent ça. 170% de PIB de dette. Ça, c'est ce que COFAS nous dit. Sinon même plus. Et là, en 2021, ça sera plus même de 170% du PIB. Sinon même plus. C'est ce qui a été estimé. Et sans oublier, c'est que les dettes que le fils Mboshi Ngeso est en train de cacher. On ne peut pas être gentil avec ces gens-là. Surtout que nous qui sommes au sud du Congo, on ne pourra jamais être gentil avec ces gens. Il faut la rigueur, il faut tenir les gens là, il faut être dur. S'il faut qu'on leur mette dans les conteneurs, on va les immerger au fin fond du fleuve Congo.
On ne peut pas s'amuser là. Plus de 170% du PIB de dette en 2021. Nous sommes déjà en 2021. Et nous sommes au mois de février. Koufas nous le dit. Et ça, c'est le rapport du mois de février. Surendettement extérieur et domestique. En ne prenant pas en compte les arriérés contestés. Les arriérés contestés. Les arriérés de salaire, des pensions impayées. En pourcentage, ça fait 14% du PIB. Donc ça, on n'a même pas compté ça. Donc, la dette de Sassou et ses parents, plus de 170% du PIB du Congo. Mais là, on n'a même pas compté les contestations sur les arriérés des salaires, des pensions, des bourses, des étudiants, tout ça. On n'a même pas compté ça. On n'a même pas compté ça. Et ça, ça représente 14% du PIB. Des dettes non garanties des sociétés publiques. Les dettes non garanties, ce sont des sociétés publiques. Ça là, ça représente 9% du PIB. La dette de la Société nationale de pétrole du Congo vis-à-vis des opérateurs qui, à elle seule, majore un tiers de dette. Chers amis, la Société nationale de pétrole du Congo, un véritable goulot d'étranglement pour l'économie congolaise. Un véritable goulot d'étranglement pour le trésor public congolais. Qui gère la Société nationale de pétrole du Congo? C'est toujours Sassou Nguesso Christelle Denis qui est là même combien qu'on a mis au Minga Raoul devant. Donc c'est toujours le Mboshi Sassou qui gouverne. Car je suis en charge donc des activités à base pétrolière au sein de la Société nationale de pétrole du Congo qui s'occupe essentiellement des hydrocarbures qui sont à 80 ou 90% constitutifs des recettes donc, de notre pays, le Congo. Je suis également administrateur général donc, de la Congolaise de raffinage qui s'occupe du raffinage du pétrole congolais. C'est une catastrophe, chers amis. À elle seule, la Société nationale de pétrole du Congo, elle détient au moins 3 titres, elle détient au moins la majorité d'un tiers, hein, la majeure partie d'un tiers de la dette. Donc, les préfinancements avec le mécanisme de rouleau compresseur, elles s'endettent encore auprès des sociétés mères comme Total et Eni, dans un circuit mafieux dont nous avons déjà déballé dans les jours passés. Ce sont les chiffres qui parlent. Et ça se fait par COFAS, l'entreprise des Blancs. Ça se fait par les entreprises que la France-Afrique utilise, qui constatent ça, qui présentent tous ces documents, chers amis. Donc, la réalité, là, vous voyez, chers amis, ici, là, il est quelle heure, hein? Je vais vous dire l'heure qu'il est. Il est minuit 21 minutes. Et demain, je vais travailler le matin. Je suis encore en train de faire des recherches pour les affaires du Congo. Ça exige le sacrifice ultime. Mais il faut le faire, il faut bien qu'il y ait des compatriotes qui le fassent. Comprendre l'économie. C'est ce que nous voulons vous faire comprendre. Comprendre. Vous voyez ces pays-là que nous vivons là. Parce que les gens ont compris l'économie, ont compris qu'est-ce que c'est les dépenses d'argent, ont compris qu'on ne peut pas voler l'argent de l'État. Donc, la niveleuse, le tonneau de Danaïde. Vous connaissez le tonneau de Danaïde? C'est un tonneau qui a 2 trous. En haut et en bas. Il n'y a pas un bouchon. L'argent rentre par le haut, tout sort par le bas. C'est ce qui se passe. La Société nationale de pétrole du Congo, c'est le tonneau de Danaïde. C'est un véritable goulot d'étranglement pour le Congo. Vous voyez, une brillante idée mise en place par le professeur Pascal Lissouba. Paix à l'âme du professeur Pascal Lissouba. Qui, lui, il a renégocié les contrats pétroliers. Il comptait, il disait, au 2e mandat, le Congo va décoller. Il fera du Congo la petite Suisse. Il comptait sur les
des renégociations parce qu'il savait qu'il avait déjà remboursé une grande partie de la dette. Pendant 5 ans de mandat, le Moshi Sassou n'a pas laissé ce type-là travailler. Que des conflits et des conflits. Il a tripatouillé le père Kolela, un autre corrompu de la République. Mais à la fin, il était obligé de se raccoler avec les Souba pour gouverner ensemble. Ils se sont partagés le gâteau et le pouvoir. Mais c'était déjà trop tard parce qu'ils avaient déjà permis au Moshi de déstabiliser tout le pouvoir. En 5 ans, le type ne faisait que régler les conflits et payer les dettes du Congo. Il comptait donc sur la Société nationale de pétrole du Congo pour décoller. Les Moshi sont venus, ils ont trouvé la manne, le travail réalisé par l'autre. Ils se sont assis. Au lieu de bien gérer, ils se sont mis à endetter le pays dans un mécanisme incroyable. Avec le fils Zaïrois, que moi, Pongi, dites à Sassou Nguesso Denis, je m'occuperai de son dossier. Personnellement, ce type-là va rembourser tout l'argent du Congo qu'il a volé. J'irai le chercher jusqu'au fin fond, là où il se cacherait, pour récupérer tout l'argent du Congo qu'il a volé. Et ça, c'est ma décision. Itabouya, il ne va pas s'échapper. Ça, c'est une réalité. Les chiffres parlent. Donc, taguez les Moshi qui viennent écouter ce que je suis en train de dire. Taguez les Atalakou, ceux-là qui nous parlent, Sassou Nguesso ou rien. Taguez toute cette bande des idiots, des camps qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la formule économique, qu'est-ce que les calculs d'intérêt, qu'ils viennent apprendre même les leçons de base économique ici. Vous allez aller où? Un bilan 100% catastrophique. Un pays extrêmement endetté. Les chiffres parlent. Il a une dette de plus de 170% de PIB. Là, on n'a pas totalisé les 9% du PIB sur la dette intérieure. La Société nationale de pétrole du Congo, le tonneau de Danaïde, rien ne profite aux Congolais, tout pour l'Enguesso. Avec l'idiot, le bourricot Mbende qui danse, qui jette de l'argent, qui danse même comme ça, et ça se met des billets sur sa tête, à Oyo chez eux, avec leur mort de fortune. Non, chers amis, ça, vous devez être furieux. À l'heure où nous sommes en train de parler, si nous avions un peuple conscient et sérieux, le peuple-là devait se mettre à chasser les Moshi, à la machette, au bâton, à tout. Parce que c'est grave. On va vous le dire ici. Ça c'est ce que Kofoas dit. Forte dépendance à l'égard du pétrole. Ça c'est connu. Le Moshi ne compte que sur le pétrole de Maluango. Pauvre Maluango. Le roi Makoso IV est décédé au Maroc. Pendant les Moshi vont mourir à l'hôpital américain à Paris, où on affrète des jets privés. Même le cadavre qu'on ramène de Paris à Oyo, une forte délégation sous les fonds des contribuables congolais. Le pauvre roi est rentré seul comme un colis. Et Antoinette fait semblant d'aller à Luango là-bas, aux obsèques du roi. Le peuple vivit, endormi. Heureusement qu'il y a eu Tikaya Zinga Ier et Makoso V, qui sont les rois de Luango, qui sont allés chercher le pouvoir auprès de Mani Makoso Chikozo, qui ont compris qu'il faut rétablir le ticket gagnant, l'axe Luango, le Dima, extension Kinkala, le Poul. Et ils se battent véritablement pour libérer le Maluango entre les mains des pilleurs, les 1%, le clan Kondi Nkata, avec ce fameux trône royal dont on a infiltré par le biais de la fille zaïroise béninoise que nous appelons Antoinette Thibota, dont un certain nombre de villes, même entre guillemets, celles qu'on appelle les princesses du Kwilu, osent vouloir protéger. Incroyable, mais vrai, chers amis. Ils ne peuvent jamais aller toucher le trône royal. Leurs parents qui bouffent avec ça, leurs parents qui font que nous puissions continuer à vivre dans cette souffrance que nous sommes. Parce que Maluango a signé un pacte avec Sassou. Là, on nous dit même que le Nyongolo que nous appelons le fils Mboshi à Djambala depuis hier,
Qu'est-ce qu'il fait à Djambala? On ne sait même pas. Il est allé voir Kimakoko. Il est allé faire le fétiche. Ou il est allé faire un deal avec Nzo Mathias pour nous endormir. Dites à tous ce Moshi, ça ne passera pas cette année. Nous allons buter ce type à l'intérieur de l'excel. Ça, c'est notre décision. Je continue. Au numéro 2, faible activité manufacturière entraînant une dépendance aux importations des biens. 3. Manque d'infrastructures de communication, d'éducation, de santé urbaine. 4. Réduction insuffisante de la pauvreté malgré la richesse pétrolière. Il n'y a pas de réduction de la pauvreté. Les richesses pétrolières qu'ils ont accumulées, ils ont tous volé les Nguesso et les Mboshi. C'est ça qui est la vérité. Quel est le sudiste qui gouverne avec eux qui est au contrôle d'argent? Il n'y a aucun sudiste au contrôle d'argent. Tous les autres sudistes là, ce sont seulement des pantins qu'on manipule, que moi j'appelle ici les nègres de maison. En empruntant l'expression du professeur Kovi Gomez Ramre, nous avons les nègres de maison, des cireurs de chaussures, des porteurs de valises, des pousseurs de caddies, des mboshi. Oui, chers amis, ça doit susciter la colère de tout un peuple. On se dit, comment le palais de l'Élysée, par la cellule africaine de l'Élysée, va protéger un criminel financier de plus haut niveau comme Sassou? Non, ça ne passe pas. Oui, chers amis. C'est le chaos généralisé du point de vue économique. Je suis en train de vous donner le rapport de COFAS, expert en crédit, en assurance crédit, qui est en train de le dire, qui a déposé son rapport sur le fils Mboshi que nous appelons l'homme à la coiffe du diable, le plus con, le plus grand bourricot que ce pays-là n'a jamais connu, le plus grand voleur que le pays-là n'a jamais connu. Le Mboshi, c'est un idiot de naissance. Je vous le dis, c'est ça la réalité. Et ça, personne ne peut le nier. Spécialiste de la fraude, de la tricherie, de toute forme de crime que vous connaissez. C'est ça le Mboshi. Le rapport est clair, le dit. Ce sont les Blancs qui le disent là. Les Blancs. C'est pas pour nier. Hein. Moi, je suis allé prendre, tout le monde peut aller regarder là sur le site de COFAS. Vous allez voir ce qui est écrit. Donc, je ne mens rien. Je ne mens pas. C'est grave. Réduction insuffisante de la pauvreté malgré la richesse pétrolière. 5. Environnement des affaires. Pénalisant. Gouvernance médiocre, corruption, informalité, bref, le chaos généralisé. Ça décrit qui? L'idiot Sassou. Voilà. C'est ça, Sassou. L'idiot Sassou, qui pense être le grand gouverneur, le criminel. Moi, si le jour où je vais attraper ce type-là, il va pleurer sa maman Ebara. Il va pleurer son père Poro. Moi, je ne veux pas s'amuser avec le criminel. Moi, je suis un homme de loi. Le criminel, il faut le châtier. Et ça, c'est une réalité. Le rapport est en train de le démontrer. Je reprends environnement des affaires pénalisant, environnement des affaires pénalisant, environnement des affaires pénalisant, gouvernance médiocre, corruption, informalité. Ça, c'est le point 5. Le point 6, manque de transparence sur l'utilisation de la manne pétrolière, malgré les progrès de la mise en œuvre de la norme ITIE. Les rouleaux compresseurs, vous connaissez. Les préfinancements, vous connaissez. Les cargaisons fantômes, vous connaissez. On n'a plus encore envie de revenir sur ça. Le bilan, il est extrêmement négatif. Le point 7, surendettement extérieur et domestique. Ne prenant pas en compte les arriérés contestés, 14% du PIB, des dettes non garanties, des sociétés publiques. Ça fait 9% du PIB.
et de la dette de la Société nationale des pétroles du Congo vis-à-vis des opérateurs, qui, à elle seule, majore d'un tiers de la dette. Surendettement difficilement compressible. Mais c'est grave, chers amis. Je vais vous le lire, comme ça vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer du point de vue économique au Congo. Donc, il n'y aura jamais de l'espoir avec le fils à la coiffe du diable. Mieux vaut le buter avant que nous arrivions au 21 mars 2021, date à laquelle il a enterré vivant le cardinal Émile Biayenda. Le large excédent public a fait place à un léger déficit en 2020. Ceci prévient surtout de la chute des recettes pétrolières. Ça, c'est toujours la raison qu'ils ont déjà toujours évoquée. 65% au total. Donc, vous voyez que le baril de pétrole est en chute libre. Le baril de pétrole ne va jamais aller dans les $100 qu'on avait avant. Donc, vous ne pouvez pas continuer à compter sur le pétrole. Mais comme c'est des médiocres, ils ne peuvent pas relancer l'agriculture, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas relancer le tourisme. Tous les jours, ils vous tirent en bateau. Les Mboshi ne peut pas être la solution, surtout pour nous au sud du Congo. Nous devons se battre farouchement. Ou on divise le Congo par deux, on va chasser les Mboshi du sud, ou on va se mettre à traquer tous les criminels. Pour donner de l'espoir, entre guillemets, à ce pays, le Congo, que vous espérez, parce que nous, on n'est pas dans le contexte du Congo, nous sommes dans le contexte de l'axe Luango-Lodima qui représente le chemin ancestral pour récupérer la souveraineté des terres, pour récupérer la souveraineté de la richesse naturelle, pour protéger nos populations. Oui, c'est ça. Je vais vous lire ça, comme ça vous comprenez. Car les autorités se sont, il ne faut même pas le dire les autorités, les voyous se sont enforcés d'augmenter les recettes et de réduire les dépenses non essentielles. Hein. En même temps qu'elles optaient pour ne pas régler toutes les factures de leur fourniture. Avec la remontée des recettes pétrolières en 2021, les finances publiques devraient être proches de l'équilibre. Il n'y aura jamais l'équilibre avec des Mboshi. Ça, c'est juste des préventions. On n'aura jamais l'équilibre avec les Mboshi. Jamais. Il faut chasser les Mboshi au sud du Congo. Est-ce que je veux vraiment vous lire tout ça? Non, ça ne sert pas de vous lire tout ça. Mais allez-y encore lire le rapport de COFAS, vous allez encore voir ça. Chaos généralisé est là. Vous ne pouvez pas vous échapper. La réalité est là. Nous sommes devant un fait accompli. Je vais quand même vous lire encore une petite section. Hein. Comme ça, ça va vous aider. De plus, l'austérité budgétaire axée sur l'augmentation des recettes et la diminution du déficit primaire non pétrolier, c'est-à-dire hors intérêt de la dette et recettes pétrolières, va reprendre le dessus. Cette démarche vise à remédier au surendettement auquel le pays est confronté depuis 2016. Oui, chers amis, 2016, c'était des années qui marquaient déjà beaucoup d'excédents budgétaires, hein, quasiment. En 2019, l'amortissement de la dette a absorbé 50% des recettes. Vous voyez, chers amis, l'amortissement de la dette a absorbé 50% des recettes. Donc, vous voyez, chers amis, s'il y a quelques recettes qui essaient d'apparaître comme des champignons qui sortent sous terre, hein, mais ça, c'est tout de suite récupéré par le paiement de la dette. Alors, nous sommes en train de parler, Nguesso est déjà dans le défaut de paiement. Et ça, ça le montre sur toutes les agences de notation de crédit. Le Nguesso est dans le défaut de paiement. Et ça c'est depuis le 29 décembre
2020, ça a démontré déjà qu'il était incapable de payer la dette, de payer les tranches de paiement de sa dette. Donc nous nous dirigeons vers un chaos. Nous nous dirigeons vers un chaos. Cette démarche vise à y remédier au surendettement auquel le pays est confronté depuis 2016. En 2019, l'amortissement de la dette a absorbé 50% des recettes et représente environ 10% du PIB. Hors remboursement des sommes dues aux négociants de matières premières, Trafigura, Glencore, en cours de restauration et suspendu. Donc vous voyez que la restructuration de la dette entre Glencore et Trafigura, que Nguesso venait battre la poitrine, que c'était en cours, ça avait été suspendu parce qu'il n'avait pas les possibilités de le faire. Zéro perspective de rembourser ces dettes-là. Le pétrole a été bradé pendant des années, l'argent encaissé par les Nguesso. Le chaos est là. Il n'y a aucune perspective d'avenir avec les Mbossi. C'est ça la réalité. Nous sommes ici pour vous expliquer l'économie avec les petits mots, avec notre petit français, notre petite connaissance. On vous explique la réalité du pays. Vous irez nulle part avec ce type. Nulle part, je dis bien, nulle part. C'est un chiffon, ça. Il n'y a rien à faire. Les Mbossi, c'est des chiffons. Nous allons les chasser au sud du Congo. C'est ça la vérité. C'est ça la solution. Le pays est en effet en train de négocier une restructuration de la dette. Comme déjà évoqué, des négociations sont en cours depuis avril 2020 avec 2 négociants de matières premières qui ont préfinancé des livraisons de pétrole par la Société nationale des pétroles du Congo qui dispose d'un tiers de quantité extraite par 3 grandes compagnies internationales, Chevron, Eni, Total. Vous voyez, c'est la paix. Vous voyez, hein? La restructuration de cette dette-là, on parle de ça tous les jours. Avec les Chinois, ils vont tripatouiller, avec Trafigura, Glencore, et là encore, ils vont toujours aller, à tout moment, aller encore s'endetter auprès des compagnies qui existent déjà, qui sont déjà sur la place. Et ça fait un grand profit. Donc, en réalité, les Chevron, les Eni, les Total sont devenus des bailleurs de fonds à l'État congolais. Donc, le même mécanisme que nous connaissions avant est revenu. Alors que le professeur Pascal Lissouba a fait un travail laborieux. Même si les Mbossi l'ont jamais aimé, il a fait un travail laborieux pour essayer de redonner la valeur au Congo, jusqu'à aller chercher le pourcentage de pétrole du Congo. Dans la part de production. Le Mbossi, l'idiot, le fameux militaire mal formé, un bourricot, un rodoudou. Ah, vraiment, ça me fait rigoler, mais c'est une réalité. Un rodoudou qui a des pieds de palmipède, un sorcier, un démon. Tout ce qu'il sait, c'est conserver le pouvoir par le biais de fétiches, les rituels, les sacrifices humains, boire le sang, manger les testicules, manger le sexe de ses ennemis. C'est ce que lui il appelle les ennemis. Et c'est ce qu'il sait faire. Avec des pratiques qui n'ont pas de sens pour perdurer au pouvoir par le biais de la domination et de la sorcellerie. C'est tout ce qu'il sait faire. Mais il ne peut pas nous dominer, nous. Parce que nous sommes des gens d'une autre lumière, intense. Parce que chez nous, là, il n'y a jamais de l'obscurité. Nous sommes le soleil. Nous sommes les enfants de Dieu soleil. Ouais, chers amis. Il n'y a jamais de l'obscurité chez nous. Ni dans la nuit, ni dans la journée. Nous sommes les enfants de Dieu soleil. Et nous, on frappe. Il ne peut pas nous dominer, nous. Il ne peut pas nous manipuler, nous. Il ne peut pas nous atteindre, nous. Parce que spirituellement, nous sommes au-dessus de cet idiot-là. Mystiquement, nous sommes au-dessus de cet idiot-là. Il ne peut pas nous dominer. Il va nous dominer comment? Hein, chers amis. Je vais vous le lire, comme ça vous allez comprendre ce que ça signifie pour les Mbossi qui nous parlent d'une élection à 2 balles de Mbossi Sassou. J'étais donc à quel niveau? Ah, c'est vraiment, ça fait pitié.
Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Cela porte sur 1,7 milliard de dollars américains, soit un quart de la dette publique extérieure, pour moitié souscrit auprès des créanciers officiels. Donc, comment vas-tu rembourser cet argent? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Souscrit auprès des créanciers officiels, elles-mêmes constituant 70% de la dette. 70%, donc quasiment 70% de la dette, c'est avec des négociants pétroliers, des créanciers, ainsi de suite. Donc les entreprises Total et Eni et Chevron ont aussi leur part du gâteau là-dedans. Les taux d'intérêt que ça génère, c'est le chaos généralisé. Nguesso est toujours là dans un de ses avions. Aujourd'hui, là, hier, là, on nous dit qu'il était à Djambala pour aller négocier avec Nzo Matia, je ne sais pas, avec les Téké, puisque lui-même, il dit, les Téké sont obéissants. Les Téké, quand on donne les ordres, ils écoutent. Les Téké sont ses partenaires. Il a dit les Téké et les Vili. Mais quels sont les Vili? Les 1% du clan Nkondi et clan Nkata. Donc, vous voyez que là où il y a les royaumes, là, ce sont les points de la chute de votre Congo. Hein? Ce sont les points de la chute de votre Congo. Parce que ces royaumes-là sont embellis par l'homme à la coiffe du diable, le fils Mbossi, avec les miettes. Et les fameux rois pensent, oh, ça c'est notre ami. Ils lui mettent même ses pieds de palmipède là sur les peaux de léopard. Ah, vraiment, ça fait pitié. Mais les vrais sages de Kwilu ont compris notre message. Hein. Ceux qui ont compris qu'il s'agit de roi Tikaya Zinga Ier Makosso 5, plus nous, moi, Mikaya Pongi 7 et tous les autres amis, ils ont compris notre démarche, que c'est une démarche légitime pour aller chercher la libération de notre peuple. Des négociations seraient aussi en cours avec les créanciers chinois pour un montant représentant un tiers de cette même dette. Par ailleurs, en octobre 2020, 5 institutions financières locales constituant le club de Brazzaville ont avancé 460 millions d'euros, dont une partie doit servir à refinancer le tiers de la dette domestique, donc 26% du PIB. Mais ça, c'est faux, parce que le club de Brazzaville a eu l'argent où? C'est l'argent qui est sorti des tombeaux d'Nguesso. Le club de Brazzaville est géré par qui? Est géré par l'Nguesso. Donc, souvenez-vous, allez-y sur notre chaîne YouTube, allez-y chercher cette vidéo. Les Nguesso seront les créanciers du Congo. Vous comprenez ce que nous avons dit peut-être il y a 4 ans, 5 ans à l'intérieur. On avait déjà expliqué comment les Nguesso avaient planifié de voler tout l'argent du Congo. Revenir un jour pour venir déverser cet argent au Congo sous forme d'amortissement ou de paiement des dettes, et ils vont continuer à récupérer les intérêts. Voilà pourquoi ils ont mis en place des systèmes bancaires flous, comme un peu la BGFI, dont Okemba Dominique Jean est l'administrateur principal, hein, on peut simplement dire comme ça. Vous savez pourquoi ce journaliste de Sel-Piment a été emprisonné? Parce que simplement il a mené des investigations sur la femme de Okemba Dominique Jean, qui a détourné près d'1 milliard de francs CFA au trésor public congolais. Et aussi c'est parce que ce journaliste a mené des investigations, il a démontré que l'argent du port, les recettes du port ne rentrent pas directement au trésor public congolais, mais ça passe à travers un compte de la BGFI. Ce compte-là est géré par Okemba Dominique Jean. En réalité, c'est simplement le blanchiment d'argent du Congo. Vous voyez, chers amis, c'est pour cette raison que le journaliste de Sel-Piment est aujourd'hui dans les genres de Sassou. Il risquerait certainement de se faire empoisonner, comme d'ailleurs hein, Fortuné Ndombe, hein, qui avait eu la chance de s'en sortir parce qu'il y a eu beaucoup de Congolais qui se sont levés pour le protéger. Donc, les quelques miettes que nous percevons au port de Pointe-Noire ne rentrent pas au trésor public congolais.
ça passe par un compte d'exploitation à la BZFI géré par Okemba Dominique Jean. Comprenez? La Société nationale de pétrole du Congo est un tonneau de Danaïde. L'argent rentre en haut, sort en bas. Le tonneau demeure vide. Le trésor public congolais n'est qu'un éléphant blanc qui ne voit rien rentrer. C'est-à-dire que l'argent qui devait rentrer au trésor public congolais transite par les comptes gérés par Okemba Dominique Jean. Et toute la racaille aussi que nous appelons la BZFI, le trésor public congolais ne voit que de la fumée. Les quelques miettes qui rentrent, tout de suite ça rentre, ben, les mélanges sales d'Ingesso et tous ces systèmes bourrés de matières fécales rentrent là-dedans, vident les caisses du trésor. Donc en réalité, le trésor est toujours vide, le trésor public est toujours vide. Malheureusement, ça c'est la réalité. Hein? Voilà pourquoi Okemba Dominique Jean est en train de torpiller le pauvre journaliste de Sel Piment. Hein? Et je crois qu'il doit être le rédacteur en chef de ce média, de ce journal, de la place, parce qu'il a dit la vérité sur l'argent de porc qui rentre en passant par la BZFI, un compte d'exploitation géré par Okemba Dominique Jean Elengeso. Donc en réalité, c'est le blanchiment d'argent du Congo. C'est le vol d'argent du Congo. Parce que c'est inimaginable que l'argent du Congo, du porc, ne doit pas directement aller au trésor public congolais, ça passe par la BZFI, et donc l'argent au Kemba, quand l'argent arrive, tous les enfants Lengeso, on a déjà fait la vidéo sur ça, je crois que même ça c'est au Congo, vous avez dit, d'un enfant, d'un bébé, un enfant qui est dans le ventre, jusqu'à un âge illimité, sont des fonctionnaires, ils sont payés mensuellement, certains ont des salaires jusqu'à 700 000 francs CFA par mois, et cet argent-là vient d'où? C'est l'argent du Congo. Voilà pourquoi il faut chasser les Nguesso. Il faut chasser les Moshi. Surtout nous au sud. C'est pas s'amuser. C'est une question de survie, chers amis. Si nous voulons vivre dans ce pays, il faut se battre. Donc le club de Brazzaville, c'est l'argent de Congolais qui a été caché dans les bunkers personnels. On l'a sorti un peu. Souvenez-vous que les Nguesso ont maintenant beaucoup de partenaires, hein, beaucoup d'Africains, des banquiers africains travaillent pour eux. Les Dominique Strauss-Kahn vivent à Oyo, aident les Nguesso à bouger de l'argent dans une mafia terrible. Ce sont des fonctionnaires de la Gestapo, d'Oyocratie, de Sassouland. Hein. Ce sont eux, ce qu'on appelle les cadres blancs, qui aident le blanchiment et la souffrance. Ces gens-là sont des détenteurs de grands palais à Oyo, des cuisiniers, tout ça, à la charge du contribuable congolais. Voilà ce qui se passe avec la racaille France-Afrique. Donc, le rapport de COFAS, là, c'est une réalité que personne ne peut nier. Personne ne peut le nier. Ces restructurations sont une exigence de FMI pour débloquer la facilité élargie du crédit qui avait été estimé, hein, déjà le premier paiement que ça avait reçu, je crois, sur 450 millions de dollars américains sur 3 ans, mais il n'avait pas encore retiré la totalité. On lui avait seulement donné 49 millions de dollars américains. Quand il avait eu les 49 millions de dollars américains dans le contrat qu'ils avaient signé, le 11 juillet 2019, sur les 49 millions de dollars américains, Sassou avait récupéré 75% de cet argent. Et ce qui avait fait même que Galis Ganongo avait pété la durite, hein, parce qu'il s'est retrouvé avec 25%. Bon, qu'est-ce qu'il va faire avec 25%? Ben, lui aussi, il a mis la main dans la pâte, et Nguesso est venu encore le blâmer, il a pété la durite. Ah, donc le FMI avait coupé ça. Bon, nous savons que la BAD était venue lui donner de l'argent, ils ont tripatouillé, la Banque mondiale et la France, après que la Chine a déjà concédé une restructuration. Nous savons que la restructuration de la Chine n'a jamais eu lieu d'une manière légitime et légale. C'était une manigance pour permettre à Sassou de
de continuer le contrat avec le FMI. Mais le FMI avait compris que c'était une manigance, le FMI avait coupé le contrat. Les 48 mesures, souvenez-vous. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur YouTube peuvent encore connaître cette affaire parce que nous allons longtemps commenter sur cette affaire. En leur absence, le pays n'a pas pu accéder aux aides d'urgence Covid-19 des institutions multilatérales. Par contre, il a été en mesure de bénéficier de la suspension de la dette vis-à-vis des pays du G20, soit l'équivalent de 2% de PIB pour chacune des années 2020 et 2021. Bon, nous savons que les pays du G20 avaient pensé que compte tenu de la Covid-19, il fallait suspendre un peu la dette. Suspendre la dette ne signifie pas arrêter les intérêts. On dit seulement, bon, vous ne payez pas cette année, vous ne payez pas l'année prochaine, mais vous savez que cela n'arrête pas les intérêts. C'est-à-dire que les paiements mensuels que le Congo devait réaliser auprès de ces pays des G20 ou des institutions financières, on a dit d'arrêter compte tenu de Covid-19. Donc, en réalité, plus que vous n'avez pas payé, plus que vous demeurez avec la somme, ce qu'on appelle compound, je ne connais pas la bonne expression en français, la dette compound, donc le facteur N s'ajoute, hein, le nombre de mois, le nombre de... Donc vous voyez que en réalité vous ne retardez que les paiements des intérêts. Donc les intérêts s'accumulent, hein, c'est comme ça. Donc on ne peut pas dire que la dette a été annulée. On a suspendu les paiements mensuels. Suspendre les paiements mensuels, c'est ce que les Nguesso sont venus vous dire, acclamer, les bourricots qui ne connaissent pas comment fonctionne le système économique, sont venus vous dire que la dette a été annulée. Non, la dette n'a pas été annulée. On suspend le paiement de la dette, mais quand on suspend le paiement de la dette pendant une certaine période, cela n'arrête pas l'accumulation, cela n'arrête pas l'accumulation des intérêts sur cette dette-là. Ça, c'est ce que les Moshi ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Quand vous dites ça à Sassou de quoi il dit, ah, number 10. Ah, ouais. Vous dites ça au niveau, il dit, ah, number 10. Et number 10. Voilà. Donc, c'est des expressions économiques comme ça qu'il faut expliquer au peuple congolais. Voilà, les intérêts s'accumulent. Ce qu'on dit, les intérêts s'accumulent. Donc, par exemple, si vous avez l'hypothèque, vous avez l'hypothèque d'une maison ou l'hypothèque du véhicule, pendant la période Covid, la banque peut dire, bon, nous allons suspendre les paiements pendant le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de juin, vous voyez, chers amis. Donc, pendant ce mois-là, vous ne payez pas l'hypothèque. Mais cela ne signifie pas que vous avez arrêté les intérêts. Les intérêts s'accumulent. Parce que plus vous retenez le paiement, plus les intérêts s'accumulent. Vous voyez, le facteur N s'accumule. Alors, c'est comme ça. Donc, à la fin, quand vous allez commencer à payer, ça va augmenter le nombre de paiements. Et donc, parce qu'au fur et à mesure, les intérêts s'accumulent. Et les Moshi n'ont pas compris ça. Et ils ont dit, ils ont suspendu, ils ont effacé la dette. C'était pas ça. Vous voyez, chers amis. Donc, ça, c'est très important. Et puis, bon, cela représentait seulement quasiment 2% de PIB, ce qui est quasiment rien. Ajouté à des titres sur des réserves en devises déposées auprès de la Banque centrale régionale BAC, représentant seulement un mois d'importation, ainsi que des financements extérieurs des projets. Cela a permis de couvrir le solde courant extérieur qui, d'excédent, est devenu déficitaire en 2020 du fait de la chute des exploitations pétrolières. Avec la remontée de ces dernières, il devrait équilibrer en 2020. Ça n'aura pas. Vous voyez que ça signifie quoi? Il voulait simplement dire quoi? Les réserves du Congo à la Banque économique des États de l'Afrique centrale, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Donc en réalité, on n'a plus l'argent. Voilà pourquoi vous avez, à un certain moment, on nous parlait même que le fonds céphalique de la zone CEMAC devait être dévalué. Nous nous souvenons de ça, parce que les réserves du Congo est vraiment en chute libre compte tenu des Nguesso qui ne faisaient qu'aller prendre. Souvenez-vous que la banque, la BAC est régularisée
par le trésor public français, ça vous le connaissez, j'ai pas envie de passer par là, par les comptes d'exploitation. Ça, j'ai pas envie d'expliquer. Mais la part du Congo, les réserves du Congo à la BAC avaient baissé, ce qui avait même promis à un certain moment. Biya était même fâché, ou bien Nguema était même fâché, et tout ce monde avait dit que Sassou voulait couler la zone de Séba. Donc c'est ce que simplement ça voulait dire dans ce contexte. Maintenant là ils disent un président promis à une énième réélection, Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 23 ans. Il ne faut pas dire 23 ans. Nous considérons qu'il est là peut-être plus de 40 ans déjà. Devrait remporter une nouvelle fois l'élection présidentielle de mars 2021, malgré la montée du mécontentement due à la crise parmi une population qui n'a guère profité de la manne pétrolière et qui a au contraire vu ses revenus baisser depuis 2019. Donc vous voyez que voilà les faits, les Français prédisent déjà qu'il va gagner. Comment il va gagner? Par le biais de la faute, parce que d'une manière légitime, personne ne peut le lire, ça donc il va certainement, avec un climat économique en chute libre, l'auteur qui a plongé le pays dans la banqueroute économique va encore s'autoproclamer élu par le biais de la fraude. Voilà pourquoi nous en sommes en train de dire l'élection qu'il est en train d'organiser. Il va certainement être président au nord du Congo. Maintenant, si au nord du Congo, il y a des Bakala, des Kuba, il y a des... Ils doivent chasser ce type ou buter ce type. Nous sommes dans les deux options. Il n'y a rien à faire. On ne va jamais laisser ce type-là pour le sud du Congo. On est clair là-dedans. On est clair, chers amis. Ça, c'est une réalité. Ça, ce n'est plus quelque chose à cacher. Même les Blancs eux-mêmes, ils savent qu'on ne s'amuse pas avec un criminel. Surtout pas un criminel financier. Vous vous souvenez de Madoff. Madoff, celui qui a volé le maximum des gens. Ils l'ont caché peut-être pendant toute sa vie. C'est clair. Et donc, des criminels financiers de la hauteur de Sassou, ils ne méritent aucun respect. C'est un chien. C'est un destructeur de vie. Il détruit le Congo, il détruit même les partenaires économiques. Il ne peut pas rester là. Si les nordistes veulent le garder, gardez-le. Nous, au sud, on a dit on va diviser le Congo. C'est clair. Et le peuple doit se préparer à ça. Parce qu'on a besoin de vous, peuple du sud, ensemble. Sinon, c'est l'hécatombe du sud. Et l'opposition est faible, est divisée, et ses représentants ont souvent servi le dictateur. Sur le plan extérieur, les relations resteront étroites avec la Chine. Ça, c'est, vous comprenez maintenant cette partie-là, Kofass veut vouloir donner du blason à Sassou. Il ne peut pas y avoir une bonne relation avec la Chine, importante créancière et apporteuse d'investissements, avec la France, malgré l'enquête judiciaire parisienne sur les biens mal acquis par les proches du pouvoir. Donc vous voyez que Kofass veut vouloir dire qu'il y aura une bonne relation avec la France. Dites à la France, va te faire foutre. Dites à la France, va te faire foutre. Ce que nous voulons dire au palais de l'Élysée, vous allez croiser du fer. Vous n'êtes pas les plus forts. C'est ça qui est la réalité. Vous avez deux choix. Vous avez deux choix. Ou vous quitterez le Congo ensemble avec Sassou, ou vous serez donc obligé de chasser Sassou pour trouver une possibilité qu'on puisse travailler, trouver des mécanismes, une formule de réajuster le système économique et redonner de la valeur au peuple congolais. Sinon, vous ne pouvez pas décider sur notre avenir. Et sur ça, zéro négociation. Voilà ce que les Moshi doivent savoir, ce que les couillons du PCT doivent savoir, ce que les faux opposants doivent savoir, qu'ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est l'économie. On a reconnu l'économie? Non, il ne connaît pas l'économie. Kolela connaît l'économie? Non, il ne connaît pas l'économie. C'est ma bien là. Kimibagambon, ils ne connaissent pas l'économie. Même la politique, ils ne connaissent pas la politique. C'est pas ça ce qu'ils font là, c'est pas la politique.
La politique, c'est l'économie d'abord. Ça dit qu'un politicien doit être solide en économie. Oui, un politicien doit être un planificateur économique. Il doit avoir la connaissance de la notion économique. De base, surtout de base, avant de s'entourer des experts. Parce qu'à un certain moment, même quand les experts te bombardent d'un certain nombre d'informations, des recommandations, tu es l'individu qui doit décider à la fin pour prendre ce canevas ou non, toujours dans le bien de ton peuple. Oui, chers amis. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir une connaissance de base solide en économie, connaissance de base solide sur tout. Oui, chers amis. Notre avantage, c'est que nous avons fait les sciences, nous avons fait l'économie, nous avons fait le domaine militaire. Donc, on comprend un peu comment toutes ces choses-là fonctionnent. À la fin, même quand les experts viennent vous donner des conseils, viennent présenter, on est capable d'aller dénicher, de lire tous les rapports. Vous voyez que notre avantage, c'est quoi? C'est que nous lisons tout. On ne se confie pas à ce que seulement les gens disent. Nous lisons tout. Même si vous me donnez un rapport de 400 pages, je lis tout le rapport de 400 pages. C'est comme ça que je suis, chers amis. Je lis tout. Je ne laisse rien passer. Oui, chers amis. Parce qu'il faut tout connaître. Donc vous ne pouvez pas faire trembler un type pareil. Hein, chers amis. Donc ce que nous ferons, quand nous arrivons à chasser ce diable, l'idiot Sassou, le criminel Sassou, quand nous nous mettrons avec l'équipe dirigeante de ce Congo-là, ou dans le contexte de l'unité du Sud, nous allons aller dossier par dossier. Donc, nous serons comme un peu des robots qui passeront des nuits et des nuits, et des journées à dépouiller toute la documentation. Oui, chers amis. Parce que, comme vous nous voyez comme ça, moi, présentement, je peux faire 1 semaine, 2 semaines, je ne dors pas, en train de dépouiller les dossiers et de revenir avec des informations consistantes. Donc, nous mettrons des gens là-dedans en train de dépouiller tous les dossiers, le pillage, le vol. Rien ne va s'échapper. Je dis bien, rien ne va s'échapper. Même si vous avez détruit les archives, nous savons comment retrouver ces archives-là. Nous savons. Voilà, donc, Kofash vous a donné son rapport, et nous étions là donc simplement de faire une petite analyse pour vous redonner un peu les notions économiques, vous présenter la situation économique du Congo. Ça signifie quoi? Aucun investisseur ne viendra au Congo, ni la Banque mondiale. Ceux qui viendront au Congo, ce sera que des escrocs qui viendront faire leur argent. Mais aucun homme sérieux, un homme d'affaires sérieux, ne viendra au Congo. Ça signifie quoi? Nous allons nous retrouver avec le banditisme va accélérer à la vitesse infinie. Ah, chers amis. Le chômage va continuer à galoper. L'économie va arriver à la stagnation. Vous savez, au point de la stagnation, la vitesse égale à 0. Mais comme vous savez aussi qu'au pic, hein, la vitesse devient 0 et puis ça commence à baisser. Quand vous lancez quelque chose en haut, là, ça accélère. Quand ça arrive à un certain niveau, au pic, au maximum, la vitesse devient nulle et le truc commence à chuter. C'est ça la physique et les mathématiques. Donc la stagnation, c'est Sassou. Le Congo est en stagnation avec ce type. J'ai toujours dit, vous prenez de l'argent, hein, Dieu, hein, vous lui donnez le pays comme les États-Unis, vous prenez le Mossi Sassou comme il est là, vous l'emmenez là, ce que nous appelons à la réserve américaine là, avec l'or qu'il y a là-bas, les milliards de dollars avec le budget américain là. Il va couler l'Amérique en un jour. Ça fait rigoler, mais c'est une réalité. Il va couler l'Amérique en quelques semaines. Il va vous voler à une vitesse que vous n'allez pas comprendre. Donc vous pouvez lui donner l'argent, hein, l'argent qui va parcourir la distance du Congo au Canada.
L'argent, hein? Ça, c'est l'argent. Du Congo au Canada, vous alignez des conteneurs d'argent. Vous prenez l'argent, ça c'est du point de vue distance, hein, horizontal. Hein. Maintenant, vous prenez le point de vue vertical. Vous remplissez tout cet argent-là jusqu'à la stratosphère. Il va couler cet argent-là en quelque chose. Parce que c'est un rat qui croque. Et ça encore, si vous donnez ça aux Mboshi, ils vont tripatouiller. Compounded, voilà, compound. Comme la concession jardin, donc étroite liée à celui qui est endetté. Ouais, c'est ça, Christian. Voilà. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Il fait tard, mais il faut le faire. Voilà, peuple congolais, démocrate africain. Ce qui vous parle de l'élection de Sassou, allez-y encore lire les rapports financiers. Tout est au rouge. Vous irez nulle part avec ce fils de Poro, avec ce fils de pêcheur. Vous n'irez nulle part. C'est un fils de pêcheur. Comprenez, c'est un fils de féticheur. Il emmènera le Congo nulle part. Je dis bien nulle part. Et surtout pas encore le sud du Congo parce qu'il a le dédain pour les sudistes. Il déteste le peuple de son nom, le royaume Congo, que vous ne comprenez pas. Tous ceux qui travaillent avec lui, ce ne sont que des gens qui ont des origines douteuses. Soit ils viennent de la République démocratique du Congo, soit c'est des gens qui ont la maman Mboshi ou le papa Mboshi, ainsi de suite. Ou des enfants d'un père inconnu, des enfants bâtards. Comme d'ailleurs lui-même Sassou, il fut un enfant bâtard, il était élevé par Poro. Donc le papa de Dominique Okemba. Ouais, bon voilà, donc peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, passez une bonne journée, que Dieu nous garde, la lutte continue. On a ri, mais la situation est sérieuse. Et ça suscite des hommes et des femmes dynamiques pour avancer avec ce pays. Maintenant, vous qui êtes se préparez à aller porter le t-shirt de Sassou, moyennant 5 000 francs CFA, vous qui voulez faire l'élection de Sassou, ça c'est votre calendrier. Nous avons notre calendrier. Et Dieu aussi a son calendrier. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine. Au revoir. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?
Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala?
au président. Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Oui. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.